Je tiens à cette occasion aussi de remercier l'ensemble des enseignants et des résidents de la faculté de médecine de Marrakech et le personnel médical et infirmier du CHU Mohamed VI de Marrakech pour leur engagement dans la gestion de la pandémie Covid-19, tant sur le plan de la prise en charge des patients Covid, mais aussi dans la continuité des soins, des pathologies urgentes et semi-urgentes, que vous l'avez bien dit, au sein de l'hôpital Ibn Tufayl. Donc, je vais essayer à travers cette mise à jour des recommandations internationales sur la pratique des gestes invasifs au cours de la pandémie Covid-19, d'essayer d'avoir une vision éventuellement vers l'éventualité d'un déconfinement. Alors, en guise d'introduction, et ceci a été constaté partout dans le monde, la gestion de la pandémie Covid-19 a représenté vraiment un véritable challenge et a produit une immense pression sur les systèmes de santé de par le monde. Pourquoi? Parce que le SARS-CoV-2 a une forte contagiosité et donc ce qui a imposé au milieu de soins des moyens de protection de niveaux différents en fonction des différentes situations. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de spécialités qui sont plus exposées que d'autres, plus particulièrement l'anesthésie-réanimation, l'otorhinolaryngologie, la maxillofaciale, la neurochirurgie, l'ophtalmologie et d'autres, qui sont exposés de par la pratique rapprochée du patient et deuxièmement, secondaire, à des actes portant sur les voies aérodigestives supérieures qui sont un réserve majeure du virus, comme vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de recommandations internationales sur la pratique médicale ont été élaborées, dont l'objectif est double. Un, c'est d'éviter de transformer les soignants en vecteurs de virus et de propager la maladie. Deuxièmement, de ne pas mettre au risque la vie des patients au cours des gestes invasifs. On va bien sûr le démontrer essentiellement dans le cadre des actes chirurgicaux. Alors, quelle est la problématique posée sur le plan pratique? Elle est double. Pour le professionnel de santé, c'est la transmission de l'infection qui passe au travers des voies respiratoires, à travers les gouttelettes, les sécrétions, le contact direct, surtout au bloc opératoire, mais aussi par la forte contagiosité, par les manipulations des muqueuses des voies aériennes et par le contact matériel souillé. Ça d'une part. D'autre part, pour le patient, comme on le sait tous, l'acte chirurgical en lui-même entraîne un certain nombre de perturbations, de réponses métaboliques endocriniennes, entraînant des perturbations de type hypersécrétion de glucocorticoïdes et de leucopénie, aggravant l'état d'immunodépression, surtout en père et en post-opératoire. Comme vous le savez, chez un patient, déjà, s'il est infecté au SARS-CoV-2, et avec une activation de réponse immunitaire et une libération de cytokines pro-inflammatoires, pouvant parfois engendrer des situations d'atteinte multiviscérale. Et donc, on se poserait la question, chez ces patients-là, est-ce que si on les opère en situation d'infection, est-ce qu'on ne risquerait pas d'augmenter le risque de mortalité et de morbidité post-opératoire? Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle gestion des gestes invasifs au cours de la pandémie la pandémie Covid-19. Donc, j'ai cherché un peu donc, la littérature mondiale et donc j'ai retrouvé qu'il y a des recommandations internationales. Donc, plusieurs sociétés savantes ont établi des recommandations essentiellement chirurgicales, mais aussi sur le plan de l'anesthésie-réanimation. Vous voyez que la société savante marocaine, ORL, en relation avec le collège des enseignants-chercheurs en ORL, ils ont élaboré un projet de prise en charge des patients chirurgicaux en période Covid, et donc il est en cours de validation au niveau des hautes instances. Ceci pour dire que un patient candidat à un acte, on doit se préoccuper de son statut Covid. Ceci a été évoqué par toutes les sociétés savantes, on va le voir,
essentiellement par l'usage du PCR, comme l'a bien précisé Madame Sora. Sa sensibilité est très importante, mais vous voyez qu'il atteint au maximum 83%, et donc nous sommes en situation de faux négatif qu'on risque de rater, et de l'usage de la TDM thoracique qui reste actuellement encore controversée partout dans le monde, surtout nécessaire si la PCR est négative chez des patients asymptomatiques et bien sûr parfois dans des cas de situation de patients symptomatiques. Quand on voit les différentes sociétés savantes et leurs recommandations, souvent ces sociétés savantes vont se baser sur un test systématique par PCR associé ou pas à une tomodensitométrie thoracique pré-opératoire de façon systématique et de façon rapprochée par rapport à l'acte opératoire. Alors, on va commencer à avoir un certain nombre de gestes invasifs et comme par des formations de spécialité, je vais traiter essentiellement le domaine de l'otorhinolaryngologie pour parler dans un premier temps de la nasofibroscopie, la fameuse nasofibroscopie, la gestion des examens endoscopiques chez les patients en consultation, parce que nous pensons à faire le déconfinement. Comme vous le savez, dans le cadre de la nasofibroscopie, les patients ne sont pas masqués. Donc, éventuellement, s'ils ont une infection Covid, le personnel soignant serait au contact des sécrétions, surtout lorsqu'il est situé, comme vous le savez dans ce geste-là, à une distance de moins de 1 mètre avec un risque important d'aérosolisation. Et donc, ce qui a été préconisé dans les recommandations internationales, c'est que ces gestes, en cas de pandémie Covid-19, ils doivent rester vraiment concentrés sur les situations d'urgence vitale. Sinon, dans ce cadre-là, il faut adopter des précautions générales pour le professionnel et donc pour tout le professionnel de santé présent dans la salle d'examen, c'est-à-dire la protection par les FFP2, lunettes, protection, casaque sur blouse, sur chaussures, visière, etc. Utiliser les anesthésiques topiques pour essayer de diminuer la réaction du patient. Utiliser la vidéocaméra pour augmenter la distanciation, puisque la caméra va nous permettre d'être plus loin du patient. Et bien sûr, une gestion appropriée du matériel utilisé. Alors, pendant les gestes invasifs, en dehors de ces gestes de consultation, que faut-il faire en pratique? En pratique, plusieurs situations se posent aux praticiens. Premièrement, en dehors de l'urgence, ce qui a été dans les recommandations internationales, c'est de déprogrammer tout geste invasif chirurgical ou médical non urgent et qui est sans préjudice de perte de chance pour les patients. Par contre, lorsqu'il s'agit d'urgence vitale, surtout dans cette situation-là, souvent le statut Covid du patient n'est pas connu, il faut considérer le patient comme Covid positif et opérer en prenant les mesures nécessaires de protection. En cas d'urgence non vitale, ce qui est préconisé dans les recommandations, dans toutes les recommandations internationales, c'est d'hospitaliser le patient en chambre d'isolement, c'est-à-dire supposer qu'il est Covid+, mais de vérifier son statut Covid. Comment? Ça nous amène à deux situations. Soit le patient est asymptomatique, et à ce moment-là, on réalise 1 à 2 PCR ou une PCR avec une TDM thoracique. Soit le patient est symptomatique, et à ce moment-là, on réalise 2 PCR à 24 heures d'intervalle et une tomodensitométrie thoracique pour pouvoir prendre en charge ce patient-là dans les meilleures conditions. Alors, selon ce protocole-là, on est dans deux situations. Là, soit que le patient est confirmé Covid positif, et donc à ce moment-là, il faut prendre en charge son infection SARS-CoV-2 et reprogrammer le geste opératoire 15 jours après réévaluation du statut Covid. Soit le patient est négatif, et à ce moment-là, on est dans deux situations, soit que le patient est asymptomatique, et on peut opérer en prenant les mesures nécessaires de protection, soit le patient est symptomatique, et à ce moment-là, il faut reporter la chirurgie, bien sûr, dans le cadre des urgences qui ne sont pas vitales. Alors, comment maintenant, quand on prend la décision de faire le geste invasif, comment l'organiser et comment le gérer? Premièrement, on doit se poser la question de l'indication chirurgicale.
qui, bien sûr, dans ce cadre-là, selon les recommandations internationales, il dicte qu'il faut déprogrammer toute activité invasive chirurgicale non urgente et qui n'a pas de préjudice de perte de chance pour le patient pour la guérison, et de recourir, pour un certain nombre de pathologies réputées bénignes, recourir à l'imagerie pour la surveillance des patients. Comment faire le dépistage du Covid-19? Alors, toutes les recommandations s'accordent sur la PCR ou la PCR associée à la todéine thoracique chez tous les patients programmés pour une intervention chirurgicale. Bien sûr, on ne doit pas se limiter seulement au dépistage, il faut avoir aussi des conditions de bloc opératoire qui s'adaptent à une gestion de patients pendant cette pandémie. Premièrement, concernant le personnel, il faut que le personnel soignant au sein du bloc soit au nombre strict, au strict minimum. Il faut minimiser les sorties et les entrées de salles opératoires. Un personnel soignant formé, maîtrisant les gestes pour ne pas prolonger la durée de l'intervention. Une salle opératoire à pression négative avec des équipements de protection individuels de type 3. Donc, nous avons un niveau de sécurité maximal. Concernant l'anesthésie générale, parce qu'en général, les gestes invasifs sont associés à une anesthésie générale, il se pose le grand problème de l'intubation et de l'extubation. Comme vous le savez, l'intubation et l'extubation risquent d'être source d'un grand risque d'aérosolisation. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est recommandé, c'est que l'intubation doit être réalisée par un expert, une personne expérimentée pour qu'elle soit efficace et rapide et utilisée dans la mesure du possible des relaxants musculaires pour réduire la propagation des gouttelettes du SARS-CoV-2. Concernant l'équipe chirurgicale, après l'intubation, l'équipe chirurgicale ne doit rentrer dans le bloc opératoire que 20 minutes après pour assurer à ce que l'aérosolisation soit éliminée, habillée avec un niveau 3 de protection et bien sûr avec un déroulement du geste opératoire le plus approprié possible. Ceci dit, il faut éviter effectuer avec la puissance la plus faible la cautérisation électrique avec un système d'évacuation des fumées parce qu'il est réputé vaporisateur du virus et d'aérosolisation du virus, et utiliser une instrumentation limitant le risque d'aérosolisation et de vaporisation de microfragments tissulaires contaminés par le virus, tels que le fraisage et l'usage des micro-débrideurs. Se pose la question du post-opératoire, c'est-à-dire après l'intervention. Il faut savoir que la salle opératoire ne peut être désinfectée que 15 minutes après la sortie du patient, toujours dans le souci de l'aérosolisation, gestion de déchets chirurgicaux, prévoir une salle dans le post-opératoire du réveil et surtout dans l'hospitalisation post-opératoire, un isolement du patient, une gestion appropriée aussi de la stérilisation du matériel chirurgical et dans ce cadre-là, peut-être privilégier le matériel à usage unique. Dans notre spécialité se pose la gestion des endoscopies, aussi bien pour nous que pour les pneumologues et aussi pour les gastroentérologues, les laryngoscopies, bronchoscopies, hypopharyngoscopies. Ce sont des gestes réputés très exposants par l'aérosolisation et il faut considérer pour ce fait-là tout patient n'ayant pas été testé au Covid-19 comme Covid+, et par conséquent préconiser des précautions niveau 3. Vous voyez un petit peu la consommation de matériel qui peut s'en suivre. Le geste doit être réalisé par un expert pour toujours avoir cette minimisation du temps d'exposition et bien sûr, à la fin de l'intervention, respecter la stérilisation des endoscopes. Vous voyez sur la diapositive un certain nombre d'astuces utilisées par un certain nombre d'équipes qui réalisent une enceinte fermée pour diminuer l'aérosolisation au sein du bloc opératoire et pour pouvoir gérer ces endoscopies dans les meilleures conditions de protection du professionnel de santé. Se pose la question de la trachéotomie. Ça, c'est une question qui revient toujours à la discussion entre anesthésistes et otorhinolaryngologistes. Il faut savoir que la trachéotomie est un geste chirurgical
à haut risque de contamination de professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle toujours il faut qu'elle soit soumise à une discussion multidisciplinaire avec avant toute trachéotomie pour stratifier le risque aussi bien pour le patient que pour l'équipe soignante. Et dans ce cadre-là, on a trois situations. Soit que la trachéotomie se voit dans une situation d'urgence, et à ce moment-là, il faut considérer le malade comme Covid+, parce que on est obligé de la faire, et bien sûr préconiser des précautions de niveau 3. Soit que la trachéotomie est une trachéotomie de sevrage. Et ça, c'est les patients qui ont été mis au respirateur pendant une longue période. Il faut savoir qu'il n'est pas indiqué chez les patients Covid positifs ou suspects de Covid. Et il faut que les patients soient confirmés Covid négatifs pour réaliser cette trachéotomie de sevrage. Les trachéotomies non urgentes sont à éviter ou à reporter. Alors, quelles sont les recommandations internationales? Premièrement, utiliser les moyens de protection, nous en avons parlé. Alors, privilégier l'usage, lorsqu'il est vraiment indiqué, de la trachéotomie au trocar que la trachéotomie chirurgicale, parce qu'elle expose à un risque plus important d'aérosolisation et bien sûr de contamination par les gouttelettes. Éviter toujours l'électrocoagulation dans la mesure du possible. Éviter de rompre le ballonnet de la sonde d'intubation lors de l'ouverture de la trachée, parce qu'à ce moment-là, il y a un risque d'exsufflation et donc d'exposition, et surtout l'arrêt du système de ventilation pendant la mise en place de la canule. Et ça, c'est un élément important qu'on met en discussion avec nos amis réanimateurs. Et bien sûr, prévoir les moyens de protection et de soins du trachéostome, source importante d'aérosolisation en post-opératoire. Alors, quelles sont maintenant les recommandations lorsqu'il s'agit d'une pathologie cancérologique? Là, je parle bien sûr des patients qui sont porteurs de cancer. Dans ce cadre-là, les recommandations internationales dictent qu'il faut réaliser systématiquement un dépistage PCR et TDN thoracique. Et ils ont réparti les patients en trois groupes. Un groupe A où c'est une extrême urgence. Pour quelle raison? Peut-être pour l'obstruction des voies aériennes supérieures ou pour le saignement. Et donc, dans ce cadre-là, considérer que le patient est Covid+, et préconiser les moyens de protection niveau 3. Soit dans le groupe B, sur le plan carcinologique, il y a un risque de perte de chance à court et à moyen terme, c'est-à-dire au bout de 4 à 6 semaines. Ceci s'applique pour les cancers de la muqueuse des voies aérodigestives supérieures et les cancers des glandes salivaires. Et ce qui est préconisé dans ce cadre-là, c'est de regrouper tous les actes en hospitalisation, c'est-à-dire l'imagerie, les soins dentaires et la chirurgie, afin de limiter les allées-venues à l'hôpital et donc le risque de contamination lors des déplacements. Et lorsque il est possible de privilégier une alternative non chirurgicale, il faut la faire. Le groupe C, c'est les patients qui sont atteints de pathologies carcinologiques, mais avec un faible risque, surtout à moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut temporiser 6 à 8 semaines. Et ça s'applique pour les cancers thyroïdiens bien différenciés et les cancers cutanés non évolutifs. Pour ces pathologies-là, ce qui est recommandé, c'est de réévaluer les patients au bout de 6 à 8 semaines et adapter le délai de programmation en cas de progression de la maladie et de l'évolution de la pandémie Covid-19. Ceci s'applique aussi pour toute la chirurgie cervicale. Nous allons voir que c'est une chirurgie qui, elle aussi, est génératrice d'aérosolisation avec un haut risque de contamination, tant sur le plan de l'anesthésie générale, mais aussi de l'acte opératoire, donc privilégier plutôt l'usage des ligatures que l'usage de la coagulation, et surtout lors de la décanulation ou de la gestion de la trachéotomie. Alors, ce qui est préconisé dans cette chirurgie cervicale, c'est de tester les patients de façon systématique en préopératoire 48 heures avant, soit avec la PCR ou un test rapide. Et si le patient est Covid+, il faut reporter le geste chirurgical jusqu'à sa négativation. S'il est négatif, il faut prévoir les moyens de protection habituels. Une petite note concernant la chirurgie qui ne met pas à l'air libre les surfaces des muqueuses, c'est-à-dire
les muqueuses pharyngées ou la muqueuse de la cavité buccale, exemple la thyroïdectomie. Il faut savoir que cette chirurgie-là, elle est réputée moins risquée par rapport à d'autres chirurgies. Concernant la chirurgie endonasale, comme on le sait tous, la concentration du virus se situe au niveau de la muqueuse nasale et la muqueuse rhinopharyngée. Donc, c'est la raison pour laquelle les recommandations en termes de chirurgie endonasale ont été très restrictives. Et ce qui est préconisé, c'est de limiter la chirurgie aux cas vraiment urgents et de tester dans les autres situations à 2 reprises les patients avant la chirurgie. Si le test est négatif, on réalise les précautions habituelles du Covid+, mais si le test est positif, on reporte et on traite. Mais si on ne peut pas reporter la chirurgie, à ce moment-là, c'est des moyens de protection beaucoup plus appropriés, c'est-à-dire les FFP3 ou bien les Powered Air Purifying Respirator qui sont indiqués dans ce cadre-là avec bien sûr des visières, des surblouses et des gants, etc., des doubles gants parfois. Alors, alternativement, si on voit qu'il est possible de pouvoir gérer la situation par un abord externe, il serait préférable parce que la chirurgie endoscopique endonasale utilise beaucoup d'aspiration. Alors, ce qui est préconisé au niveau du bloc opératoire, c'est qu'il faut utiliser les équipes en nombre le moins possible et les plus expérimentées, utiliser une instrumentation limitant le risque d'aérosolisation. Bien sûr, dans ce cadre-là, il est préférable de ne pas utiliser les fraisages et l'utilisation des microdébrideurs qui risquent de mettre le professionnel de santé au risque de contamination. Concernant la chirurgie otologique, on va dire que l'oreille, loin des voies respiratoires, non, l'oreille moyenne est au contact du rhinopharynx et c'est la raison pour laquelle des recommandations ont été élaborées dans ce cadre-là. Et donc, ce qui a été élaboré, c'est concernant l'urgence de la pathologie. Est-ce que l'urgence n'est pas différable ou l'urgence est différable? Si l'urgence n'est pas différable et c'est la situation des automastoïdites avec atteinte neuroméningée ou paralysie faciale périphérique ou fracture du rocher avec otolicorée sur laquelle il faut intervenir, le dépistage doit être systématique et considérer le patient comme potentiellement Covid jusqu'à ce que le résultat parvienne. Et si on ne les a pas, il faut bien sûr réaliser les protocoles de protection Covid habituels. Si l'urgence est différable, et à ce moment-là, c'est une discussion qui va se faire selon la pathologie, la discussion avec le patient, l'évolution de la maladie, est-ce qu'il faut déférer ou opérer? Si la décision d'opérer est retenue, il faut hospitaliser le patient dans un secteur Covid-. Vous voyez la gestion de notre hôpital, comme l'a évoqué Madame Aouad, va venir en application avec un dépistage PCR, TDM thoracique préopératoire, chirurgie c'est bilan négatif, et si le patient est positif, reporter la chirurgie. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces recommandations, on a trouvé qu'il est préférable d'éliminer l'usage de tout matériel favorisant l'aérosolisation de vaporisation de microfragments tissulaires, tels que le fraisage. Comme vous le savez, lorsqu'on veut faire une mastoïdectomie, on est obligé d'utiliser le fraisage. Et donc, on privilégie l'usage d'autre chose que de réaliser une mastoïdectomie dans ce cadre-là. Alors, je conclue pour dire que la gestion des gestes invasifs au cours de la pandémie Covid-19 constitue vraiment un challenge pour tous les systèmes de santé, pour deux choses. Premièrement, protéger le patient et deuxièmement, protéger le professionnel de santé. Deux situations globalement sont présentes. Soit que nous sommes devant une situation d'urgence vitale où souvent le statut Covid du patient n'est pas connu et donc il faut considérer le patient comme Covid positif et qu'on opérer en prenant les mesures nécessaires de protection, soit que nous sommes dans une situation non vitale ou de chirurgie programmée. Et donc, le patient doit être hospitalisé 48 heures avant le geste dans une chambre d'isolement. Donc, on n'a pas le droit d'hospitaliser les patients comme on a l'habitude de les hospitaliser en 2 par chambre. Vérifier le statut Covid du patient. Et donc, nous sommes dans 2 situations aussi. Soit que le patient est asymptomatique. Et ce qui est préconisé dans la littérature, c'est de réaliser 1 ou 2 PCR ou une PCR et une TDM thoracique.
soit que le patient est symptomatique, il faut réaliser 2 PCR à 24 heures d'intervalle et une TDM thoracique avant de prévoir de faire la chirurgie. Et donc, nous sommes dans la situation, soit du Covid+, et nous sommes obligés de le traiter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'urgence, soit que est Covid négatif, et là, il faut voir vraiment si le patient est asymptomatique, on peut l'opérer. S'il est symptomatique, il faut reporter la chirurgie. Et je vous remercie.